Le récepteur de haute affinité des IgE, qui est le récepteur de type 1, il est constitué donc de 4 chaînes, une chaîne alpha, une chaîne bêta et d'un homodimère gamma. Donc, la chaîne alpha est constituée de 3 parties, une partie extracellulaire constituée par des domaines immunoglobulines-like, donc elle ressemble au domaine des immunoglobulines, une partie transmembranaire et d'une courte partie intracytoplasmique. La chaîne bêta est caractérisée par 4 passages transmembranaires où les deux parties COH et NH2 sont les deux en intracytoplasmique et d'un homodimère lié par des liaisons donc non covalentes, un homodimère donc gamma qui est constitué d'une petite partie NH2 donc à terminaison NH2, d'une partie transmembranaire et d'une longue partie à terminaison COH qui est en intracytoplasmique. Donc une petite courte partie extracellulaire, partie transmembranaire et une longue partie intracytoplasmique qui contient des motifs d'activation type ETAM. ETAM c'est pour Immunoreceptor Tyrosine Based Activation Motif. Je répète, Immunoreceptor Tyrosine Based Activation Motif. Ça veut dire les motifs d'activation des immunorécepteurs basés sur la tyrosine. Les motifs d'activation des immunorécepteurs basés sur la tyrosine. Comme vous voyez, il n'y a pas de motif. C'est le motif ETAM qui transmet l'activation de l'extracellulaire vers l'intracellulaire. Parce qu'une fois les deux domaines, ils vont lier les deux domaines CH3 ou les deux domaines CH4 à les IgE. Une fois de ça, la liaison il faut y avoir une activation intracytoplasmique pour entraîner donc une action par la cellule activée à travers ce récepteur. La transmission, l'activation, non, c'est bon, il y a une liaison à IgE, exactement le pontage à l'IgE. Il va entraîner une activation. Les motifs ETAM, c'est les motifs ETAM qui entraînent cette activation et le début à l'activation en intracytoplasmique. On le récepteur de faible affinité, comme vous voyez, donc il est constitué d'une seule chaîne. À l'extrémité COH en extracytoplasmique, l'extrémité NH2 en intracytoplasmique, donc une partie transmembranaire. Bien sûr, même la chaîne la partie extracellulaire lie les deux domaines CH3. Jusqu'à maintenant, le rôle exact n'est pas sûr, mais il pense que ce récepteur, vu qu'il n'y a pas des motifs d'activation en intracytoplasmique, donc il pense que le rôle c'est de capter les IgE et par conséquence l'éliminer de la circulation et l'inhiber de se lier sur le récepteur de haute affinité à les mastocytes et les basophiles. Donc c'est un rôle dans la régulation. Bien sûr, cette partie peut subir la protéolyse et on peut avoir une forme soluble à le CD23, donc on CD23 soluble, et qu'on a la partie les IgE. Mais une fois ils ont lié les IgE, ils vont l'inhiber de faire son action parce qu'ils vont l'inhiber de se lier au récepteur de haute affinité. Ils pensent aussi que probablement sur les lymphocytes B, ils jouent un rôle pour augmenter la production des IgE, exactement les IgE. Les cellules qui jouent un rôle dans l'hypersensibilité, donc les principales cellules impliquées, en premier lieu, c'est les mastocytes et les basophiles, surtout les mastocytes et les basophiles. Donc, il faut savoir que l'activation et la dégranulation de ces cellules, qu'elles soient mastocytes ou la basophile, elle est induite par l'allergène. Exactement par l'allergène qui va provoquer le pontage des IgE, spécifique bien sûr à cet antigène, à cet allergène exactement. Mais il faut savoir que cette dégranulation peut ne pas être par les IgE ni par le récepteur de haute affinité, mais par la substance P qui va se lier à son récepteur, ou là les anaphylotoxines C3A et C5A qui vont se lier aussi à leur récepteur spécifique qui se trouve sur les mastocytes ou les basophiles. Juste donc une image pour vous montrer c'est quoi le pontage. Donc comme vous voyez, on a une mastocyte sensibilisée. Sensibilisée, ça veut dire elle se trouve sur des IgE
des immunoglobulines, exactement les IgE, à leur récepteur spécifique. C'est une cellule sensibilisée exactement aux mastocytes. Une fois il va, dans notre organisme, il va pénétrer donc l'allergène. L'allergène, il contient plusieurs déterminants antigéniques. Et chaque immunoglobuline est spécifique d'un déterminant bien précis. C'est pour cela qu'ils ont montré des IgE de couleurs différentes. Ça veut dire que chaque IgE il va reconnaît donc un déterminant antigénique différent de l'autre. Mais l'essentiel, chacun va lier son déterminant spécifique. Il y aura un pontage entre ces deux IgE. C'est comme un pont, l'allergène, entre les deux IgE. Il va entraîner le rapprochement des deux récepteurs. Ce rapprochement avec le pontage avec l'allergène va entraîner une cascade d'activation en intracytoplasmique par les motifs ITAM. Et cette activation va entraîner comme conséquence la dégranulation des mastocytes ou les basophiles, comme par exemple, c'est les mastocytes. Il faut savoir aussi que le mastocyte exprime une molécule très importante où il y a le CD40 ligand. Il sécrète aussi l'interleukine 4. Les deux molécules ils sont essentielles pour les lymphocytes B pour qu'elles deviennent, donc pour leur devenir des plasmocytes et pour qu'ils entraînent la commutation isotypique, ça veut dire le changement de la classe, IgM, IgG ou la IgD ou la IgE ou la, non, peu importe. Mais l'essentiel, les mastocytes, veulent qu'ils expriment le CD40 ligand et sécrètent l'interleukine 4. Donc, ils peuvent activer les lymphocytes B, exactement la commutation isotypique des lymphocytes B, ou même en absence des lymphocytes T. Au moment où vous revenez donc au cours de lymphocytes B, vous allez comprendre le rôle des CD40 ligand et l'interleukine 4. Donc, ils vont orienter la commutation isotypique des lymphocytes B, même en absence des lymphocytes T helper, et par conséquent, ils vont stimuler exactement la synthèse de l'IgE. On a aussi donc le rôle des polynucléaires ionosophiles, mais leur rôle c'est pas dans le stade précoce, parce que dans l'hypersensibilité type 1, on a deux stades, un stade précoce et un stade tardif. Donc les polynucléaires ionosophiles ont un rôle, mais dans le stade tardif. Donc elles sont attirées au site de pénétration, le site où se trouve l'allergène, où est la réaction, donc par le PAF acétaire. C'est quoi le PAF? C'est pour Platelet Activating Factor. Je répète, Platelet Activating Factor. Ça veut dire le facteur d'activation des plaquettes. Platelet, c'est plaquettes en anglais. Donc le facteur d'activation de plaquettes par des médiateurs donc, qui ont des médiateurs donc, inflammatoires ou le leucotriene B4. C'est dans le cours de la réaction inflammatoire. Donc le PAF, c'est Platelet Activating Factor. Les molécules chimiotactiques pour les polynucléaires ionosophiles qui vont attirer les polynucléaires ionosophiles vers le site de la réaction inflammatoire qui est ici de nature allergique. Donc PAF, leucotriene B4 et les cytokines type cytokine 5 et 3. Interleukine 5 et 3. Ils peuvent attirer même les polynucléaires neutrophiles, mais bien sûr les polynucléaires neutrophiles vont être attirés par d'autres molécules ou une autre cytokine qui est l'interleukine 8, aussi par le leucotriene B4 qui intervient dans la phase tardive. Donc les plaquettes aussi ont un rôle dans la réaction inflammatoire en général. Et vu que même la réaction allergique, l'hypersensibilité type 1, même c'est une réaction inflammatoire, donc les plaquettes aussi ont un rôle. Donc les plaquettes, une fois activées, ils vont libérer des amines vasoactives et ils vont synthétiser donc le PAF, le facteur d'activation des plaquettes, et des écosanoïdes. Voilà, les écosanoïdes. On va parler à les médiateurs libérés. Donc, on a les médiateurs préformés. Comme leur nom indique, ça veut dire qu'ils sont déjà formés. Ce ne sont pas des molécules néo-synthétisées, ça veut dire synthétisées après la stimulation, non. Ils sont déjà formés, ils sont déjà donc dans des vésicules à l'intérieur des cellules. Une fois de ça, l'activation, ils vont dégranuler ces molécules en extracellulaire. Donc, les médiateurs préformés, l'histamine, qui est le médiateur majeur de l'hypersensibilité type 1. Donc, il est synthétisé par décarboxylation de l'histidine
il est libéré par le processus de dégranulation. Il a une courte de demi-vie qui est inférieure à 10 minutes. L'histamine a deux types de récepteurs. Le récepteur H1, H c'est pour histamine, donc le récepteur H1 et H2. Bien sûr, chaque récepteur a un rôle. Donc, s'il se lie au récepteur type H1, il va entraîner la contraction des muscles lisses de l'intestin et des bronches. Il va entraîner donc la vasodilatation artério-capillaire, bien sûr, s'il va se lier au récepteur H1 sur les qui se trouvent sur, donc, sur les cellules de muscles lisses des artérioles et des capillaires. Donc, il va entraîner une vasodilatation artériolo-capillaire et une augmentation de la perméabilité vasculaire, ainsi qu'une sécrétion du mucus par les cellules calciformes, bien sûr. Après liaison au récepteur H2, il entraîne l'augmentation des sécrétions gastriques. Donc il y a aussi donc les médiateurs préformés, donc en plus l'histamine, on a les enzymes protéolytiques telles que la tryptase et la carboxypeptidase, ce sont des enzymes donc protéolytiques. On a les facteurs chimiotactiques, on a ECPA. ECPA c'est pour eosinophile cationic protein. Eosinophile cationic protein, ça veut dire la protéine cationique des éosinophiles. Type A. Type A, voilà. Et on a des médiateurs néoformés, ça veut dire après l'activation, ils vont subir la synthèse. Donc après l'activation des basophiles et des mastocytes, l'acide arachidonique est produit suite à l'activation des lipases et des phospholipases. Et l'acide arachidonique, qui est d'origine bien sûr, mais la membrane cytoplasmique. Donc, après activation des basophiles et des mastocytes, l'acide arachidonique est produit suite à l'activation des lipases et des phospholipases. Mais l'origine de l'acide arachidonique, c'est la membrane cytoplasmique de ces cellules. Donc, l'acide arachidonique, après le rôle des lipases et des phospholipases, il va être métabolisé. Donc, les lipases et les phospholipases, ils vont donc jouer un rôle sur la membrane cytoplasmique, les lipides de la membrane cytoplasmique pour donner l'acide arachidonique, qui est le premier métabolite qu'elle va l'utiliser pour avoir donc des médiateurs. S'ils passent par la voie cyclooxygénase, ils vont produire les prostaglandines, qui ont une activité bronchoconstrictive. Il entraîne la construction des bronches. Ici, il va passer par une autre voie enzymatique liée à la voie lipooxygénase. Ils vont produire l'hélicotriène, qui m'a dit tout à l'heure, l'hélicotriène B4, qui est un médiateur donc, de l'inflammation. Ils vont produire des leucotriènes qui induisent une forte constriction des muscles lisses, bronchiques et des muscles intestinaux. On a aussi, les médiateurs néoformés, le platelet activating factor, qu'on appelle le PAF acétaire, le facteur d'activation des plaquettes. Donc, c'est un dérive des lysophospholipides. Il active les plaquettes avec formation des microthromboses. Donc, le facteur ADA, le platelet activating factor, il entraîne l'activation des plaquettes avec, par conséquence, une fois on active les plaquettes, on va avoir des microthromboses. Donc, la connaissance de ces mécanismes, il va nous permettre de mieux comprendre les principaux signes cliniques associés aux pathologies allergiques. Donc, parmi les symptômes ou les signes cliniques qu'on voit dans certaines pathologies allergiques, c'est la bronchoconstriction, la sécrétion de mucus et l'œdème muqueux qu'on voit dans l'asthme allergique. La vasodilatation, l'œdème pour les états de choc anaphylactique, les urticaires, l'œdème de Quick
C'est une manifestation allergique qui touche de la colonisation laryngée. Donc, elles peuvent entraîner, donc, on le voit, donc, le choc anaphylactique qui peut aboutir même jusqu'à la mort, la suffocation et la mort. Les rhinites allergiques et les conjonctivites.